parler financement de bateaux neufs. Alors une fois n'est pas coutume, ouais, Laurent, prenez un micro, installez-vous. Une fois n'est pas coutume, on a fait venir un banquier à Tip & Shaft Connect. Mais pour une présentation extrêmement concrète, les bateaux et les IMOCA coûtent de plus en plus cher, sans parler de l'infrastructure qui va souvent autour. Et donc, vous êtes plusieurs dans la salle à vous dire comment est-ce que je peux financer un bateau. Est-ce qu'il faut que j'ai un sponsor avant? Est-ce qu'il faut que je sois caution? Enfin, des questions extrêmement concrètes. Et du coup, on s'est dit que le plus simple, c'était de demander à un banquier qui a financé plusieurs bateaux, de venir nous expliquer comment on faisait aujourd'hui. Monsieur Garnier, la parole est à vous. Merci Pierre-Yves. Déjà, je tiens à signaler à tout le monde que Pierre-Yves m'a posé une question. C'est comment financer un bateau de course aujourd'hui? Pour replanter le décor sur notre cheminement, sur le financement des bateaux de course, on tenait à rappeler que la course au large chez Arkea a été vraiment un engagement pluriel au service des marques. Vous connaissez tous l'opération de naming qu'on a menée sur l'Arkea Ultime Challenge, la filière aussi qu'on mène avec la région, en partenariat avec la région Bretagne sur le Figaro, et enfin le partenariat qu'on a avec Paprec pour accompagner Johan Richomme sur le dernier Vendée Globe. Donc tous ces engagements en fait nous ont menés à nous interroger à comment financer des bateaux, parce qu'il aurait été dommage de demander à des confrères néanmoins compétents de financer ces bateaux. Donc on s'est posé la question sur nos bateaux, et ensuite on a pu mettre à disposition ces dispositifs sur des projets externes au groupe Arkea. Et plus largement, on a travaillé aussi sur l'écosystème à financer via la course au large, via notre filière maritime, pour tenir compte de tout ce qui était architecture navale, comment on finance les chantiers, les voileries, les startups qui tournent autour, tout ce qui était la logistique et les médias. Donc comment financer un bateau de course aujourd'hui? Il faut d'abord tenir compte d'un contexte. Donc le contexte, c'est évidemment, et l'événement d'aujourd'hui le prouve, c'est la professionnalisation de la course au large. Donc à une époque, on venait voir son banquier qui nous suivait depuis des années, et puis on lui posait la question. Maintenant, on a de plus en plus affaire à un banquier d'entreprise qui a été structuré et qui a l'habitude de voir des gros projets pour avoir une approche du projet. Il pourra comprendre la structuration et les montages multiples auxquels on a affaire. On va revoir ça. Et puis, il pourra aussi faire face à l'accroissement et répondre à l'accroissement des budgets. Je vous ai mis l'évolution, la tendance en tout cas, elle est énorme. Elle est énorme, et ces budgets, c'est relatif. Parce que même sur un projet de classe 40, on commence à être sur des budgets importants au regard des possibilités des sponsors. Et enfin, il y a quelque chose qui est moins pris en compte, mais qui coûte de l'argent, c'est les délais de construction. Moi, j'avais mis 18 mois, j'ai cru comprendre sur la précédente table ronde que c'était même au-delà. 18 mois, c'est ce qu'on a pu constater, on est souvent interrogé à ce moment-là, nous. 18 mois, ça coûte de l'argent, d'avancer des fonds pour mettre au point le bateau et le construire. Donc, tout ça, si on en prend compte, si on en tient compte, excusez-moi, on se demande mais quel bateau on peut financer. En fait, on peut financer tout bateau. Il n'y a pas de souci sur un bateau en particulier. Par contre, il y a des éléments facilitateurs. Et les éléments facilitateurs qu'on a pu mettre en avant, c'est sur la course au large, c'est très important, ou en tout cas c'est intéressant pour nous d'avoir un bateau qui a une appartenance à une classe. On le voit bien, la classe gère les normes, elle gère aussi l'évolution, et on n'a pas de rupture dans la chaîne de valeur du bateau. Et ce qui nous a une importance primordiale, dans la mesure où on va regarder le moment où on achète le bateau, mais surtout aussi le moment où on va revendre le bateau, on va recommercialiser le bateau. Enfin, le deuxième point, et c'est un point aussi crucial, et il y a des enjeux majeurs, c'est si le bateau est assurable. Donc clairement, c'est un point important. Au-delà de l'assurance, c'est aussi de voir les franchises d'assurance qu'il y a sur les bateaux. Et donc, c'est des études qu'on doit se faire,
qu'on doit faire, qu'on doit mener avec les teams, et on doit avoir la visibilité sur ces aspects. Si pas d'assurance, on ira chercher des garanties complémentaires, évidemment. À partir de ce moment-là, on va décider le dossier, on va décider le mode de financement que je vais vous expliquer, et on va avoir des montants à définir d'apport, l'acquisition ou la construction et l'âge du bateau. Quand vous rencontrez un banquier, je voulais faire un petit préalable. Un banquier, ce n'est pas qu'un fournisseur d'argent, c'est un partenaire. La personne que vous allez rencontrer dans une banque doit devenir le sponsor interne de votre projet. On va avoir à recueillir une masse d'informations, les montants étant tels que souvent votre interlocuteur n'aura pas la décision, il va être obligé de monter un dossier, il va être obligé de travailler sur votre dossier, et plus il aura d'informations, plus vous lui faciliterez la tâche, et plus il pourra sponsoriser, entre guillemets, votre dossier en interne auprès d'un comité qui aura la décision. Donc, il faut déjà avoir une idée claire sur qui, quoi, comment. Qui on finance. Donc il y a plusieurs montages. Le montage utilisateur, c'est le skipper qui investit dans son bateau. C'est son patrimoine. Il a déjà investi dans un bateau précédent qu'il a vendu, qui lui permet de faire un apport sur le prochain projet. Et il va capitaliser sur ce bateau. C'est son patrimoine. Il y a aussi le montage armateur à investisseur. Moi, je situe l'armateur sur le sponsor qui veut investir dans le bateau. L'investisseur, c'est plus la personne qui veut donner un coup de main à un projet et qui offre soit des fonds, soit des garanties pour pouvoir mener ce projet à terme. Donc, une fois qu'on a répondu au qui, avec évidemment l'étude de toute la solidité financière qui va avec, on va répondre au quoi. Et le quoi, c'est présenter sportivement le projet. En interne, nous, on a besoin aussi de dire à qui on prête, quel est le parcours de la personne à qui on va prêter et quel est le projet de cette personne qui va être à financer. On a besoin aussi de mettre en avant toutes les problématiques RSE, ESG. Les banquiers prêtent maintenant une importance cruciale à ces thématiques et c'est toujours un plus sur les dossiers. Enfin, on va avoir à savoir comment vous allez le financer. Donc, il y a des contrats de sponsoring, il faut évidemment les mettre en avant. Il faut aussi qu'ils soient structurés et il faut qu'on ait le timing du sponsor. Est-ce que le sponsor interviendra à la mise à l'eau? Est-ce qu'il peut accompagner la construction? Etc., etc. On a besoin aussi d'avoir la visibilité sur la durée du partenariat que vous allez avoir avec votre sponsor. Donc, évidemment, des budgets et des business plans à présenter. Vous connaissez ensuite, une fois qu'on aura déterminé, nous on va vous aiguiller sur un mode de financement. Donc là, je suis là pour vous présenter les deux modes de financement. Le mode le plus connu et que vous connaissez tous, c'est le financement classique. Ça répond plus à une logique logique patrimoniale, excusez-moi. La logique patrimoniale qui fait que on va investir dans un bateau, on va être propriétaire d'un bateau, et cette propriété va nous permettre de capitaliser sur ce bateau et cet actif. Donc en règle générale, c'est assez simple. Une fois qu'on a eu l'accord, on s'est mis d'accord sur un apport, on vient d'une durée et on a la possibilité sur ce type de financement d'accompagner des personnes physiques et des personnes morales. Je vous ai parlé de la croissance des budgets et ça nous a mené aussi dans nos réflexions c'est mon travail, moi je travaille dans le crédit bail, à penser le financement des bateaux de course large en crédit bail. Alors qu'est-ce que c'est le crédit bail? Petit rappel, autant sur la dernière version en financement classique, on va vous donner de l'argent pour aller acheter un bateau, autant si on finance un crédit bail, c'est le crédit bailleur qui va acheter le bateau pour vous et qui va le mettre en location pour une période déterminée et ensuite il y aura une option d'achat qui vous permettra d'être propriétaire du bateau. D'accord ? Pourquoi avoir pensé ce mode de financement? Parce que ça nous permet d'aller sur des budgets plus importants.
que ce soit chez Arkea, mais chez les autres confrères aussi, souvent, il y a un organisme de crédit bail qui partage le risque en interne avec votre banquier. Donc déjà, on est deux à financer le bateau, ce qui nous permet d'aller plus loin en termes de budget et de ne pas forcément faire intervenir un pool bancaire avec un autre financier. Avoir qu'un seul interlocuteur, c'est souvent plus pratique et ça permet d'être plus réactif. C'est aussi, le crédit bail, ça permet de répondre à une logique budgétaire. Qui s'oppose, ou en tout cas qui est différente de la logique patrimoniale où j'investis dans un bateau et je vais capitaliser sur ce bateau. La logique budgétaire, elle répond au fait que souvent votre sponsor, il va s'engager sur une durée moindre que la durée d'amortissement du bateau. Donc on va pouvoir régler à partir du réglage de la valeur résiduelle, et il y aura des exemples à suivre, le montant et le budget que vous aurez par an à payer pour pouvoir louer le bateau. C'est aussi, nous, en tant que crédit bailleur, enfin, je parle pour les confrères, hein, nous, on a l'obsession de la propriété, on va être propriétaire du bateau. Et donc, il y a tout un accompagnement de la construction jusqu'à la mise à l'eau et puis l'exploitation du bateau qu'on va avoir pour se garantir de notre propriété et de la qualité de l'actif qu'on finance, en l'occurrence là le bateau. Donc on va structurer les flux financiers. Souvent, le porteur de projet vient nous voir en nous disant « j'ai un super bateau que je vais construire ». Et souvent, on n'a pas la réponse de comment je vais le construire. Comment je vais le construire, comment je vais financer la construction. Donc c'est aussi là-dessus qu'on se permet d'accompagner, d'avoir un droit de regard sur la gestion du préfinancement avec de l'apport. On met en place des billets de trésorerie et on préfinance nous aussi en tant que crédit bailleur le projet. Je vous ai mis des exemples de barèmes qu'on peut utiliser. Le barème le plus court, hein, il correspond à un Vendée Globe. J'ai 3 ans de budget avec un sponsor. Ce sponsor, ça va me permettre de faire un Vendée Globe. Je vais financer mon bateau sur 3 ans, à partir de sa mise à l'eau. Je vais avoir une option d'achat de 70%. Alors la discussion sur l'option d'achat, on la règle en fonction. Nous, on prend un petit pied de pilote, parce que on n'a pas vocation à récupérer le bateau, hein, clairement. On veut que ça soit le team ou les personnes parties prenantes du projet qui s'engagent à revendre le bateau. Mais on va prendre ce pied de pilote pour l'instant sur les expériences qu'on a eu à mener sur le dernier Vendée Globe avec 3 bateaux qui sont dans les 10. On voit qu'on est dans les clous sur cette valeur résiduelle à 70%. Donc ça vous fait un budget de 570 euros. 570 000 euros, excusez-moi, je confonds les zéros. Et on peut dérouler en fonction des projets. Si je cumule un Vendée Globe et une route de Rome avec mon partenaire, je vais financer sur 5 ans. Je vais avoir une option d'achat de 50% à l'issue de la route du Rhum. Et là, je vais avoir un budget, au-delà de l'apport que j'aurais mis, je vais avoir un budget annuel de 760 000 euros. Et je vais dérouler ça à des teams qui veulent garder le bateau, et a priori, ce que j'ai compris, c'est très vertueux en termes d'impact. Ils vont garder le bateau sur 2 Vendée Globe pour à la fois avoir un projet performant sur le premier Vendée Globe et puis avoir un projet pour mettre le pied à l'étrier d'un jeune skipper. On a eu le cas à traiter et donc on va les accompagner sur 84 mois et on va régler une valeur résiduelle de 30%. Vous verrez que le budget annuel est un peu plus important, néanmoins l'amortissement il est plus fort et c'est lié aussi au fait que l'apport il s'amortit sur une durée de 7 ans. Pour finir, je voulais juste vous éclairer sur le chemin, la chronologie d'un financement en crédit bail mobilier. Donc, comme je vous ai dit, on a été amené à s'intéresser vraiment à l'étape de la construction. C'est quelque chose qu'on a voulu structurer pour pouvoir justement mener le projet à bien et pas avoir de phase de blocage sur cette partie-là. Donc, en règle générale, on a 3 sources de financement.
le crédit bailleur va signer ou va être co-signateur du contrat de construction avec le chantier et va s'occuper du financement de la black box. Il y a aussi évidemment la partie de l'apport qu'on va demander, qui sera plus ou moins présent dès la construction, et donc qui va permettre toute une partie du financement de ce qu'on appelle l'assemblage, hein, c'est-à-dire au-delà de la black box, c'est le mât, c'est la quille, c'est les voiles, c'est l'électronique. L'électronique coûte cher, effectivement. Et enfin, c'est des courts termes qui vont être mis en place par le banquier pour pouvoir finaliser le budget. À la mise à l'eau, toutes ces sommes qui ont été décaissées vont être refinancées par le crédit bailleur. Donc tout ce qui a été acheté va être transféré en propriété au crédit bailleur. Et à partir du moment où le crédit bailleur il est propriétaire de l'ensemble du bateau, de l'ensemble des pièces du bateau, il va pouvoir commencer à louer le bateau. Et cette location va avoir une durée qu'on a vue dans la slide précédente. Et cette durée, à l'issue, vous aurez deux solutions. J'avais un projet sur 3 ans avec un partenaire, et puis j'arrive au bout de ce projet. Et finalement, j'ai trouvé un autre partenaire, où le partenaire y a pris goût, et il me reprolonge de 2 ans mon partenariat. Dans ces cas-là, on va pouvoir réaménager le contrat de crédit bail et repartir sur 2 ans de plus, et dans ces cas-là, on va diminuer la valeur résiduelle. Ou autrement, il y a l'option d'achat qui va être levée, et donc là, fin de l'histoire, le bateau est vendu à un autre team, et on a bouclé le crédit bail. Voilà, on voulait vous présenter nos différents modes d'approche. Je laisse place aux questions si vous en avez. Pas de questions. Pas de questions. Tout le monde est terrassé par. J'ai fait rêver personne là. J'ai parlé argent. Si, une question là. Merci. Philippe Hart, skipper Marine Nationale. Question, si on devait transposer en pourcentage de l'emprunt, à quoi ça pourrait se rapporter? Par rapport au taux de financement d'un crédit bail, Oui. En fait, on est sur les mêmes modes de financement que le crédit classique. À quelque chose près, autant à une époque, le crédit bail a une réputation d'être plus cher, le leasing, hein, enfin si on le dit en anglais. Maintenant, clairement, c'est un produit de financement comme un autre. Et il n'y a pas forcément de différence entre un crédit classique et un crédit bail, sachant que, clairement, on a l'avantage d'avoir moins de garanties à demander du fait de la propriété du matériel. Et donc nous, en tant que banquier, on a moins de fonds propres à mettre en face du financement que lors d'un crédit classique, en tout cas si on a des garanties équivalentes. Et donc, concrètement, aujourd'hui, la fourchette se situe autour de combien ? En pourcentage? On doit être aux alentours, enfin, c'est très variable. Il y a beaucoup de la conjoncture, mais on doit être aux alentours de 4,30, 4,50 sur une durée de 5 ans. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas plus d'acheteurs d'IMOCA que ça dans la salle? Ah si. J'ai mis IMOCA, mais j'ai mis classe 40 aussi. Hein. Moi, j'avais une question sur le crédit bail. Comment ça se transmet sur la partie comptabilité? C'est une charge, c'est un amortissement. Est-ce que c'est en miroir la durée du crédit bail avec la durée d'amortissement? Enfin, voilà, c'est clair. Alors, c'est une charge. Donc, ça va rentrer dans le compte d'exploitation comme une charge. Sachant que l'apport, il peut être amorti sur la durée du financement. C'est-à-dire que le premier loyer majoré qu'on va prendre, il y a 2 choix. Hein. Soit on l'amortit tout de suite, et là, c'est des stratégies fiscales qu'auront vos partenaires s'ils sont financeurs. Ils mettent en déficit la société qui est porteur du projet en mettant des comptes courants. Enfin là, je vais rentrer dans les détails. Mais ils mettent des comptes courants et par contre, ils créent un déficit fiscal qui va être consolidé au niveau du groupe et ça les intéresse. Voilà. Soit ils vont amortir l'apport qui est sur la durée du financement. Ça répond à votre question? Oui, j'avais une autre question. Est-ce que ça se transmet facilement? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir des stratégies de durée décorrélées de la durée d'engagement d'un projet parce qu'elles correspondent mieux au niveau de charge qu'on veut avoir en se disant à l'issue du projet concerné, on pourra le transmettre à un autre projet?
Oui, ça se transmet. Ça se transmet facilement à partir du moment où la contrepartie qui va reprendre est solvable, hein, clairement. Après, la difficulté qu'on va avoir, c'est le réglage de la valeur résiduelle. C'est-à-dire, il y aura sûrement une soulte à verser, parce que comme je vous disais, nous, on prend une sécurité. On n'a aucune vocation à récupérer le bateau. Arkea, enfin moi, pour mon cas, Arkea Credit Buy, on n'a pas de hangar, hein, clairement pas. Et puis on ne saurait pas revendre. On sait déjà traiter nos contentieux, donc ça suffit, mais on n'en a pas sur les IMOCA, je vous rassure. Mais voilà. Donc clairement, ça se transmet. Et c'est une des possibilités. Hein. J'ai dit on pouvait rallonger la durée si le projet allait plus loin, mais aussi on peut retransmettre à un autre team qui serait acquéreur du bateau et qui serait à la recherche de financement. Bonjour. Est-ce que vous demandez des garanties de personnel? Alors, sur le financement classique, c'est souvent doublé de garanties personnelles. Sur le financement en crédit bail, on va plutôt aller chercher des garanties liées à une société qui pourra se porter garante. C'est souvent des poursuites de loyer, des engagements de poursuite de loyer. Dans le cas d'une société ou d'un team, si y a un sponsor, par exemple, il peut offrir des garanties, ce type de garantie via sa holding. C'est comme ça. Il a un intérêt économique à le faire pour accompagner le team. Donc, on arrive à avoir des garanties solides avec des engagements de poursuite des loyers. Mais on évite les garanties personnelles. Ouais. Et deuxième question. Souvent, pas souvent, mais je sais que dans certains teams, ils créent une société exprès pour l'achat d'un bateau qui existe à part, mais en parallèle de la société qui gère l'équipe, qui fait la logistique et tout ça. Est-ce que c'est normal pour vous? Est-ce que vous oui, alors là, on rentre dans le détail et je veux pas empiéter sur la post-déj, mais évidemment, souvent on voit des sociétés qui sont des sociétés porteuses de projets, hein, et on a au capital le sponsor, qui est souvent majoritaire parce que c'est lui qui a le plus d'argent, mais il intéresse aussi le team ou le skipper à cette société-là pour se garantir en fait et intéresser le skipper à la bonne utilisation et à la bonne montée en puissance du bateau. Il y a un petit côté, j'intéresse mon skipper à la valorisation et à l'évolution du bateau et à le faire monter en puissance et à le valoriser sur le marché de l'occasion. Voilà. C'est clair pour vous? On a vu ça et on a même vu des montages à investisseurs, hein, des montages où quelqu'un qui n'a rien à voir avec, mais qui veut aider ou qui veut investir dans la voile, se porter actionnaire d'une société pour porter un projet d'IMOCA. Et par exemple, cet exemple-là, vous avez par exemple des investisseurs qui donnent l'apport de 20%. Oui. Et l'autre à 80%, c'est vous, c'est le crédit bail. Exactement. Et vous avez deux actionnaires, deux parties qui fait le financement. Clairement. D'accord, très bien. Clairement. Merci. Une dernière question? Monsieur Perrigot, à ta gauche, Flavie. Bonjour, Yannick Perrigot de l'agence d'Isobay. Bravo, j'ai appris plein de trucs. Et je trouve ça assez pertinent de sponsoriser un projet et puis d'utiliser son rayonnement pour faire du business. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. J'ai cru comprendre que le bateau était vendu ou en passe de l'être. Et je me dis que tout ça, ça fait une belle chaîne de valeur et un bon projet géré en bon père de famille. Surtout que Yann a fait une très belle course. Il paraît même qu'en interne, ça a été un truc de fou. Donc vous cochez toutes les cases. Donc j'imagine que vous y retournez sur le prochain Vendée Globe. Je vais faire de la langue de bois. Il m'a parti. Non, ici on fait pas de langue de bois. Non, en fait, j'ai pas de position officielle à délivrer, clairement pas. Donc je sais pas. Je pense que l'aventure continuera, mais je sais pas. Ok, merci. C'est bien tenté en tout cas, Yannick. Et il y avait un côté charmeur en plus dans la question. Ah oui, tout à fait. Voilà. Bah, il fait toujours comme ça. Il commence par les compliments et puis après, il pose la question. Pas d'autres questions?
Moi, j'en ai une petite dernière qui était dans la droite ligne de l'avant-dernière question. On sait que le schéma, justement, investisseur séparé du sponsor est un schéma qui monte. Est-ce que vous, c'est un schéma qui vous intéresse, qui vous rassure d'avoir cette mécanique un peu particulière, c'est-à-dire des investisseurs qui financent toute la partie construction du bateau, qui ensuite vont louer le bateau au sponsor, plutôt que d'avoir un schéma où le sponsor est investisseur dans le bateau? Est-ce qu'il y a un schéma préférentiel pour vous qui vous sécurise plus que d'autres? Non, il n'y a pas de schéma préférentiel, mais le schéma investisseur est en train de monter, comme tu le dis. Il monte et il est intéressant. Moi, j'ai pu voir une écurie de course qui voulait financer un bateau et qui avait besoin, pour vivre, d'avoir 3 bateaux. Clairement, elle n'avait pas la possibilité d'avoir 3 bateaux en financement. Elle n'avait pas la solidité financière. La solution qui a été apportée, c'était de créer des sociétés porteuses de l'investissement avec des actionnaires qui étaient des investisseurs et qui allaient louer ce bateau à ce team qui voulait avoir une écurie de course. Et donc, on a pu, grâce à la surface financière de ces investisseurs, en cash, mais aussi en garantie, hein, clairement. Donc ça, c'est non palpable. Enfin, en tout cas, ça se débourse pas. C'est un engagement hors bilan. Et on a pu justement les accompagner sur les trois projets qu'ils avaient à mettre en place. Alors, c'était pas des IMOCA, mais voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. C'était super clair.